Clovis, Louis XIV, Henri IV. Ah ouais, y a pas à dire. Et y a des rois qui ont vraiment fait vivre l'histoire de France. Mais si je vous dis Charles VI, ça vous rappelle rien? Le truc, c'est que la France aurait bien aimé ne jamais connaître ce roi. Son surnom, Charles le Fou. Et pourquoi? Tout simplement parce que ce souverain était totalement taré. Ah, je veux pas lui manquer de respect, mais Charles était quand même persuadé qu'il était fait de verre. Et attention, parce que c'est même pas la pire folie du personnage. Dites-vous bien que Charles VI était tellement dingue que la France a failli carrément disparaître à cause de lui. Et là, mon petit doigt me dit que vous voulez en savoir plus. Prenez place, noble écuyer, j'ai encore une histoire captivante à vous conter ce soir. Que l'aventure commence. C'est bien connu, une belle histoire débute toujours par un bon voyage dans le temps. Aujourd'hui, pas besoin de refaire les passeports. On reste plutôt dans notre cher pays français. Nous sommes à Paris, le 3 décembre 1368. Mais bon, alors attention, à cette époque, Paris est loin d'être la ville lumière qui éblouit le monde entier. Non, la ville ressemble plutôt à un vaste labyrinthe de rues étroites et tortueuses. Ses allées sont bordées de maisons en bois qui semblent prêtes à s'effondrer à chaque coup de vent. Et je vous parle pas des déjections animales qui s'amoncellent sur les pavés boueux. Bon, alors, on a compris que le Paris de 1368, c'est pas vraiment un rêve. Et en fait, la capitale est à l'image du royaume de France. Un royaume qui est alors en pleine galère. La France de 1368 est secouée par des tensions profondes. La guerre de 100 ans avec l'Angleterre laisse des plaies ouvertes. La population souffre de famine et d'épidémies. Au pouvoir, un jeune roi, Charles V. L'homme peine à imposer son autorité face à des seigneurs puissants, et souvent rebelles. Ouais, les révoltes populaires grondent dans les campagnes, et Paris, déjà surpeuplé, vit au rythme des rumeurs et des rixes. Bref, la vie est rude, et on sent bien que le moindre faux pas peut déclencher le chaos. C'est dans cette lourde atmosphère qu'allait naître un homme qui n'allait pas rendre notre récit plus optimiste. Je vous parle là de l'héritier du trône de France, Charles VI. Son père, Charles V, parlons-en une seconde. Le roi surnommé le Sage a réussi à redonner un peu d'ordre au royaume après les désastres de son prédécesseur. Charles V est un stratège habile. Il renforce l'administration, assainit les finances, met en place des armées disciplinées pour repousser ces satanés anglais. Sous son règne, la France semble enfin retrouver une lueur d'espoir. Et on n'en demande pas tant après des années de chaos. Mais voilà, à sa mort en 1380, tout repose maintenant entre les mains de son fils, Charles VI. Fils de Charles V et Jeanne de Bourbon, Charles VI est destiné à régner dans une France marquée par les tensions internes. La situation est vraiment pas facile. Et encore moins quand on devient roi à seulement 11 ans. Le jeune monarque, à peine adolescent, est loin d'avoir l'expérience et la solidité de son père. Mais enfin, entre-temps, la régence est assurée par ses oncles, surtout Jean de Berry et Philippe de France. En 1385, on marie Charles avec Isabeau de Bavière. Elle est âgée de seulement une quinzaine d'années. Le couple, qui n'est même pas sorti de l'adolescence, va donner naissance à 12 enfants, quoique la plupart ne vivront pas bien longtemps. En 1388, à 20 ans, Charles VI prend le contrôle effectif du royaume. On peut penser que ses oncles étaient contents de se débarrasser des clés de la France. Bah ouais, le pays est encore dans une situation vraiment pas jolie. Les finances sont fragiles, les seigneurs se battent pour le pouvoir, et la guerre contre l'Angleterre gronde toujours. C'est qu'ils sont pas faciles à vaincre ces British. Charles VI hérite d'un royaume fragile, divisé et méfiant. Chaque décision peut déclencher rivalité et complot. Bref, prendre le pouvoir à ce moment-là, c'est pas synonyme de tranquillité, loin de là. On n'a pas grand chose à dire des premières années de règne de Charles. Pour faire court, il gouverne aux côtés de ses oncles. Le royaume paraît se stabiliser peu à peu. Mais derrière ce calme apparent, les tensions ruminent. Personne ne se doute encore que l'esprit du jeune roi va bientôt devenir son pire ennemi. Faut que je vous raconte quelque chose qui s'est passé en 1392. Enfin, moi perso j'étais pas là, mais on m'a tout raconté de sources sûres. En août 1392, malgré son état fiévreux, Charles VI se rend en Bretagne avec l'armée royale. Pour ça, il passe par la forêt du Mans. C'est là que stationne la majeure partie de ses troupes. La chaleur est accablante. Le roi est vêtu d'une sorte de robe courte en velours noir et il porte une cape rouge également faite de velours. Le roi chevauche donc paisiblement dans la forêt, bravant le soleil écrasant. Soudain, un homme surgit.
Il a la mine patibulaire, il est vêtu d'une tunique blanche. Il empoigne brutalement la bride du cheval du roi. Et il hurle « Arrête, noble roi, ne passe outre! Tu es trahi !» Les princes se portent au secours du roi, ils écartent l'énergumène. L'homme continue alors de suivre le convoi royal et continue toujours à vociférer ses menaces. Déjà, c'était un premier signe que cette journée était un peu bizarre. Je vous l'ai déjà dit, hein, le soleil y tape très fort. Charles VI et sa suite doivent traverser une plaine sablonneuse de la forêt du Mans. Un page chargé de porter la lance du roi s'assoupit sur son cheval. La lance lui échappe des mains et tombe sur le casque d'un autre page. Soudain, Charles VI, surpris et troublé, sursaute. Il est pris de panique. Il frappe les deux pages avec son épée en criant « Sus, sus au traître, ils veulent me livrer !» Dans cet état de confusion extrême, il se précipite ensuite vers son frère, Louis Ier d'Orléans. Et l'homme parvient à esquiver les coups du roi. Alors, ouvrez bien vos oreilles. Dans cette attaque folle, 4 hommes sont tués sous les assauts du roi. Les princes terrorisés attendent que Charles VI se calme. L'un d'eux s'approche avec prudence. Il réussit à lui retirer ses armes et à l'étendre au sol. Et là, Charles ne reconnaît plus personne. Pas même son propre frère. Il reste immobile, muet, perdu dans un état de délire. Cet épisode, c'est la première crise de folie de Charles VI. Et accrochez-vous, hein, car ça sera pas la dernière. À partir de là, la santé mentale du roi devient très instable. Il souffre de crises où il peut rester plusieurs jours sans parler. Il oublie souvent l'identité de ses proches. Et parfois, sur un sursaut, il se sent en danger. Le règne de Charles devient alors une alternance de périodes de folie et de rémission. À un moment donné, l'homme finit par être persuadé qu'il est fait de verre. Du coup, il se fait transporter dans un char rempli de coussins tirés par des bœufs. On doit prendre toutes les précautions pour éviter de le briser. Et puis au bout d'un temps, il monte même plus à cheval et arrête de marcher. Heureusement, cette crise n'est que passagère. Ouais, mais d'autres accès de folie vont survenir. Le roi consulte parfois des astrologues et des sorcières. Il veut comprendre d'où vient sa folie. Tiens, je vais vous donner un autre exemple si vous n'êtes pas encore convaincu. Et attention, hein, celui-là il est vraiment pas mal. En 1393, à l'occasion d'un mariage, la reine Isabeau ordonne un bal masqué pour distraire le roi. Charles VI et 5 seigneurs se déguisent en singes. Ensuite, ils s'enduisent le corps d'étoupe et de pois, des matières hautement inflammables. Bon, je sais pas ce qu'il y a de drôle là-dedans, mais passons. La fête bat son plein. Et pour mieux voir les danseurs, le duc d'Orléans approche une torche. Mauvaise idée, les costumes vont prendre feu. Le roi court comme un dingue, il est à 2 doigts de mourir enflammé. 4 autres danseurs vont perdre la vie. On appelle cet événement le bal des ardents. Parfois, Charles VI disparaît complètement la nuit. Il fugue pour se promener dans Paris en pyjama royal. Entre-temps, il parle et il insulte des passants imaginaires. Arrière, traître et lâche, par le sang de Saint-Denis, je vous foutrai dans le pavé si vous m'osez troubler. En fait, ce qui est franchement pénible, c'est que Charles pouvait s'attaquer à n'importe qui autour de lui. Parfois, sans aucune raison, il frappait avec ses mains ou un bâton. Et puis tout d'un coup, il redevenait normal comme si rien ne s'était passé. Alors voilà, pendant près de 30 ans, le règne de Charles VI va être sous le signe de la folie. Bon, vu comme ça, on pourrait en rire. Le problème, c'est que les répercussions auraient pu être bien plus graves. Et ouais, je pense même qu'on peut dire que la France a failli disparaître à cause de ce roi. La faiblesse royale est telle que l'Angleterre intensifie ses attaques lors de la guerre de 100 ans. En 1414, la bataille d'Azincourt voit l'armée française décimée par les Anglais. Un désastre en grande partie attribué à la folie du roi. Mais c'est pas tout. L'absence d'autorité royale ouvre la porte à une guerre civile. D'un côté, les Armagnacs, menés par le frère du roi et ses partisans. De l'autre, les Bourguignons, menés par le puissant duc de Bourgogne, Jean sans peur. Bon alors ça c'est du nom. Ces deux camps s'affrontent en plein cœur du royaume. Ils ravagent les provinces et divisent totalement la noblesse française. Pendant ce temps, l'ennemi anglais se frotte les mains. Et le roi se balade la nuit en pyjama normal. Après la défaite d'Azincourt, on comprend bien que Charles VI n'est plus capable de régner. Oh, il était temps. Du coup, c'est sa femme Isabeau de Bavière qui finit par pousser le roi à l'impensable avec les Anglais. En 1420, on signe le traité de Troyes. Et attention, on parle d'un des accords les plus désastreux de l'histoire de France. Ce traité reconnaît le roi d'Angleterre comme héritier légitime du trône de France, au détriment du dauphin Charles. Bah rien que ça. Autrement dit, à la mort de Charles VI, la couronne de France devait passer au roi d'Angleterre. Autrement dit, c'est littéralement la disparition de la France qui est en jeu.
Charles VI meurt en octobre 1422 à Paris. Son règne complètement barjot aura duré plus de 40 ans. Alors, selon le traité de Troyes, son successeur devait être Henri VI d'Angleterre. Le truc, c'est que de nombreux sujets français estiment le traité invalide. Pour eux, le roi l'avait signé sous l'emprise de sa folie. Bah, ça vaut rien. La bonne nouvelle, c'est que dans le sud, le dauphin Charles refuse d'abandonner. C'est alors qu'apparaît l'une des femmes les plus illustres de l'histoire de France. Et non, je parle pas d'Arlette Laguillet. Vous l'avez compris, la pieuse Jeanne d'Arc va raviver la flamme nationale. La pucelle permet de reconquérir le royaume. Ah, quelle femme quand même. Le royaume ne tombera point. Dieu est avec nous. Que chacun fasse son devoir et la France sera libre. Sans elle et sans ce sursaut, la France serait probablement devenue une province anglaise. En résumé, on peut dire que la France a failli disparaître à cause de Charles VI pour plusieurs raisons. D'abord, parce que sa folie a paralysé le royaume pendant 30 ans. Ensuite, car ces crises ont déclenché une guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Et enfin, parce que cette faiblesse a permis à l'Angleterre d'imposer un traité qui rayait la France de la carte. En fait, si on est honnête, on peut même dire qu'à ce moment-là, la France n'existe plus vraiment. Les Anglais contrôlent les grandes villes. Les Bourguignons, eux, tiennent Paris. Les campagnes sont ravagées. Alors ok, pour Jeanne d'Arc, la fin n'est pas très heureuse. Mais pour la France, tout est bien qui finit bien. C'est Charles VII qui va monter sur le trône en 1422. Il réorganise l'armée, crée une artillerie moderne, stabilise le royaume. Les Anglais, alors épuisés, finissent par perdre la plupart de leurs possessions. En 1453, avec la victoire française à Castillon, la guerre de 100 ans va enfin prendre fin. Alors on peut pas donner un chiffre exact de morts durant ces conflits. Mais les historiens estiment entre 2 et 3 millions de victimes totales durant un siècle. La France renaît enfin, plus centralisée et plus forte que jamais. Et ironie du sort, cette renaissance se fait sur les ruines du règne de Charles VI, celui par qui le pays avait failli disparaître. Charles VI laisse derrière lui l'image d'un roi tragique, un homme qui aimait son peuple et qui voulait la paix, mais dont la folie a plongé la France dans le chaos. Sans son effondrement, il n'y aurait peut-être pas eu de Jeanne d'Arc, ni ce grand récit de résurrection nationale. Aujourd'hui encore, les spécialistes se divisent sur la maladie du roi. On pense surtout à de la schizophrénie. Pour d'autres, la consanguinité entre les parents du roi pourrait être à l'origine de ces troubles psychiatriques. Malheureusement pour lui, les médicaments n'existaient pas encore à cette époque. Et les sorcières, faut croire qu'elles étaient pas si efficaces que ça finalement. Bah alors, la grande morale de cette histoire, la grande leçon de vie, bah mettez pas le feu à vos costumes de singe. Et boum, on vient de finir encore une nouvelle histoire. Maintenant que j'ai fait ma part du travail, je compte sur vous pour faire la vôtre. Votre mission, si vous l'acceptez, vous abonnez à la chaîne, likez cette vidéo et lâchez votre meilleur commentaire. Bah moi, vous savez quoi? Je vais très vite revenir pour un nouveau récit qui s'annonce évidemment passionnant. Allez, entre-temps, reposez-vous bien, bonne nuit à tous. Le règne de Charles VI. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.